très riche en quoi? La forêt, c'est une grande richesse. Donc, d'où qui parle de la forêt, on parle de l'exploitation du bois. Et aussi, c'est aussi un point où on a découvert des grands gisements de quoi? Des pétroles. Donc, tout cela, il y a toute une politique qui est mise en place pour que cela puisse être accompagné par de fortes mesures pour générer quoi? De l'emploi. Ainsi, nous répondons aux besoins de l'emploi, non pas de façon seulement nationale, mais encore dans le contexte de la décentralisation, pour créer la synergie entre les différentes entités. Il faudra encore qu'on définisse c'est quoi les travails, parce que dans le chef des Quinois, à ce que je sache, la plupart pensent que travailler, c'est rester dans un bureau climatisé et bien travailler. Faire les champs, c'est difficile. Faire la pêche, c'est moins. Il faudra-t-il encore qu'on définisse c'est quoi les travails? Non, je pense qu'il y a lieu de bousculer les mentalités. Et il y a des choses qui commencent déjà à se faire aujourd'hui. Je l'ai remarqué. Vous savez, j'ai quelques amis qui sont, ou bien quelques contacts qui sont peut-être dans les méandres du pouvoir. Mais je remarque une chose. De plus en plus de gens aujourd'hui ont des plantations. On commence à comprendre aujourd'hui par rapport à l'exemple ou à l'expérience même du chef de l'État avec Ingakat, ou avec la première dame qui essaie un peu de s'illustrer de ce côté-là. On commence à comprendre que l'agriculture dans notre pays, si c'est une grande richesse, l'exemple de l'exploitation de l'agriculture doit venir d'en haut. Dans d'autres pays, je vais vous donner même l'exemple du Cameroun, il y a une obligation formelle, avant d'être ministre, il faut justifier du fait d'avoir une exploitation agricole. Pourquoi ne pas même initier même une loi, une révision constitutionnelle dans ce sens-là, pour dire qu'une des raisons principales pour, par exemple, accéder aux fonctions ministérielles, il faut commencer par faire ses preuves en ayant, par exemple, des plantations agricoles en cours d'exploitation. Cela va permettre de bousculer quoi? Les mentalités. Parce que, je vais vous dire une chose. Vers les années 60, les États africains, pour la plupart, ont eu leurs indépendances. Il y a plusieurs voies ou modes de développement qui étaient ouvertes devant nous. Il y a des pays qui ont choisi la voie de l'industrie. Il y a d'autres qui ont choisi la voie de l'agriculture. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, après plus de 50 ans de nos indépendances, nous constatons que les pays qui ont emprunté la voie de l'agriculture ont connu un avancement plus marqué que les pays qui ont emprunté la voie de l'industrie. Le fait est là, et nous devons le considérer comme tel. La plupart des pays aujourd'hui qui sont considérés comme étant des grandes puissances économiques, avant d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des grandes puissances économiques, ils ont tous commencé par être des grandes puissances agricoles. Je vous parlerai de la France, je vous parlerai des États-Unis d'Amérique, je vous parlerai de la Hollande, je vous parlerai de la Chine aujourd'hui, qui vient même de battre les États-Unis en matière de la production du riz. Donc tout cela pour dire qu'un État comme le nôtre, avec ce que nous regorgeons comme potentiel, avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, mais nous ne mettons en valeur que 11 millions. Donc ça veut seulement dire, nous avons encore un potentiel de plus de 69 millions d'hectares de terres arables qui ne sont tout simplement pas exploités. Pourquoi? Parce que nous considérons que c'est une tâche vile, alors que l'agriculture peut bien enrichir un État et créer des mécanismes qui vont permettre à ce que, parce que l'agriculture permet de créer la souveraineté alimentaire. Et avec une souveraineté alimentaire, ça essaie de donner la force nécessaire à la population maintenant pour se lancer dans d'autres enjeux. Les chefs de l'État y a pensé dans le cadre de la révolution de la modernité. Nous avons aujourd'hui, messieurs les journalistes, une vision que nous n'avons jamais eu dans notre pays. Ça, je tiens à interpeller les Congolais. Nous avons eu droit à avoir 11 Congolais, 11 plutôt candidats à l'élection présidentielle, ainsi vers la démocratie. Mais le peuple congolais a fait le choix de la vision de la révolution de la modernité. On va quand même élucider un point très important repris par quelqu'un dans le micro baladeur nous proposé par Baïla. Il parlait de la TVA, il faut payer les impôts. Et on essaie un peu d'aborder ces sujets aussi sur le plan social. Quel impact y aura cette taxe par rapport au panier de la ménagère du jour au jour? Non, je pense qu'il faut accompagner cela d'une grande pédagogie. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que la TVA vient encore compliquer les sociales. Dis, mais après tout, si on a 500 francs, on ajoute la TVA, donc je vais encore débourser plus. Non. C'est ça la mauvaise perception peut-être de la TVA, et que nous devions tout simplement, et là je demanderai à vous qui êtes journaliste,
je vais lancer un message spécial à M. Jean-Marie Kassamba. S'il peut organiser, par exemple, des émissions à Télé 50, je connais la force de votre communication, dans toutes les langues nationales, en Kikongo, en Chiluba, en Lingala et en Swahili, pour expliquer un peu, essayer d'expliquer à la population la portée et l'importance de la TVA. D'abord, c'est une taxe, certes nouvelle, mais en termes de paiement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée, mais qui touche les consommateurs finaux. Ça ne touche pas les consommateurs intermédiaires qui sont les entreprises. Mais quand ça touche le consommateur final, ça entre dans ce qu'on appelle des mesures de solidarité de l'État parce que ça va permettre à l'État de générer plus de revenus. Ces revenus-là, qui sont perçus, bien entendu, à partir de la population par cette solidarité, vont maintenant être affectés dans les besoins sociaux de base de la même population. Parce qu'il faut créer l'émergence, non pas seulement des classes sociales, mais d'un circuit de la répartition des richesses qui puisse être équitable. Et cela ne peut passer que par l'augmentation des revenus de l'État. Là, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait expliquer à ces consommateurs finaux comment cela va se passer. Moi, je vais prendre un cas d'espèce. Vous achetez un produit à 2500 francs. Et vous arrivez à la caisse, vous savez que je veux payer 2500 francs. On vous dit il faudrait ajouter 400 francs, les 16% alloués à ces 2500. Ne pensez-vous pas que c'est une augmentation improvisée par l'acheteur? Non, mais là, nous sommes dans l'abus. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que c'est lui qui vendait à 2500 avant. Il payait bien un impôt sur ces 2500, mais qui est défalqué aujourd'hui. Mais cela n'est pas encore parce que non. Quand il vendait à 2500, dans le prix de 2500, il payait un impôt, mais qui aujourd'hui n'existe plus, qui est remplacé par la TVA. Donc, mais je suis en train de vous dire qu'il faut l'accompagner par une forte mesure de pédagogie. C'est pourquoi je vous encourage. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on essaie un peu d'expliciter. Celui-là qui vendait à 2500 et que cet impôt, l'ICA n'existait plus. Faudrait-il encore que ces mêmes produits puissent rester à 2500? Je l'ai dit tout à l'heure que c'est une mauvaise perception de la chose. Il ne faudrait pas qu'une mesure qui est de nature à favoriser une augmentation des revenus de l'État puisse être une mesure tellement mal perçue et que ça va encore créer, par exemple, des mécanismes de ne pas susciter la confiance chez les consommateurs. Les consommateurs qui payent la TVA, il est content de payer la TVA. Pourquoi? Parce qu'il sait que je participe à l'augmentation des revenus de l'État pour que cela soit affecté dans une mesure de la répartition de quoi? Des richesses. Parce que la RDC doit aussi aller comme les autres pays. La mesure de la TVA, c'est une exigence par rapport à notre adhésion à l'OADA. C'est-à-dire, nous voulons tout simplement savoir que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est un monde ouvert. On n'est pas dans un monde fermé, chers amis. Même les États, par exemple au niveau de l'Europe, qui sont des grandes puissances, mais comprennent l'importance de se réunir autour de l'Union européenne, parce qu'il y a des fortes concurrences à gauche et à droite, où il faut une certaine uniformisation de certaines mesures. Parlant seulement de la TVA, il y a des exemples de la TVA au niveau de la France, sur la restauration, et dans d'autres secteurs qui ne sont pas à 19,6, qui sont à 5,5%. Mais c'est une mesure qui n'est pas française, c'est une mesure qui est comment? Européenne. Et ils doivent adapter leurs lois de finances publiques par rapport, bien entendu, à cette mesure-là qui est prise sur le plan européen. Comme nous avons accédé, bien entendu, nous avons ratifié à la convention plutôt à notre État avec l'OADA. C'est-à-dire, il faut que la RDC comprenne qu'on ne devient pas un pays émergent et on ne devient pas un pays développé sans passer par certaines mesures et des mesures qui doivent être efficaces et efficientes. Et nous devons les accompagner avec la bonne volonté, mais aussi nous devons faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et c'est aux gens de la presse, c'est au niveau de la pédagogie où ça pose problème. Je pense que nous devons essayer de bien faire comprendre les choses. Il ne faut pas que nous pensions que tout dans ces pays doit se faire au palais de la nation. Je ne pense pas que les gens vont encore dire un jour que pour expliquer la TVA, ça doit être le chef de l'État dans un discours. Ne résumons pas la vie de l'État au palais de la nation. C'est créer un encombrement qui fera que les choses n'avanceront pas. Parce que qui trop embrasse, mal étreint. Moi, je demande aux Congolais tout simplement un engagement citoyen. Il y a des gens qui comprennent les choses, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Quelqu'un qui a vécu pendant 40 ans sans payer la moindre taxe a toujours difficile à comprendre. Il faudrait-il encore comment le faire comprendre à cette personne que c'est de ton intérêt que tu dois faire ça? Mais c'est ce que je suis en train de dire tout simplement. Je suis en train de dire ceci, qu'on ne passe pas
d'une étape vers une autre, sans peut-être passer par... on dit toujours avant de casser... avant de faire des omelettes. Avant de faire des omelettes, il faut commencer par casser l'œuf, si j'ai c'est quelque chose un peu dans ce sens-là. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi je parle, je demande un engagement citoyen. Ça veut tout simplement dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Il y a des gens qui supportent mal les choses. Vous savez, vers les années 60, lorsqu'on a tout simplement dit que vous êtes devenu indépendant, moi je vais vous dire que j'ai entendu, je n'ai pas vécu en 1960, mais mon parent m'a raconté dans les Mayombe, je suis originaire de Mayombe, qu'il y a des gens qui ont compris l'indépendance comme étant une façon d'aller casser les rails, par où passaient les trains, parce que quand les trains passaient, ça allait déranger la nuit. Pour dire que nous sommes maintenant indépendants, ils prennent des pioches, il faut aller casser quoi? Les rails. C'est comme ça qu'ils ont compris l'indépendance. Mais je ne pense plus qu'aujourd'hui, qu'il y a un seul Mouyombe vivant dans ce coin qui comprend encore l'indépendance de cette manière-là. Nous avons un travail de pédagogie à faire en tant qu'une nation jeune pour beaucoup de choses. Moi, j'ai encore vu des gens. Je n'ai pas vu des gens, mais j'ai entendu dire des choses qu'au niveau de l'imité. Lorsqu'une certaine classe politique a seulement appris sa défaite, il y a des gens qui sont dit que non, tu aurais ton bouc à boulevard, Rwanda, à Kenaba boulevard. C'est comme ça qu'ils comprennent la victoire. Pour eux, donc, ça veut dire que si on a perdu, il faut tout simplement que cette personne qui doit partir, s'il va partir, il faut qu'il parte avec tout ce qu'il a fait. Mais ma foi, les principes de la continuité de l'État. Il faut leur expliquer ça. Il faut un travail de pédagogie. Nous disons que nous devons créer, faire de la RDC un vivier de la nouvelle citoyenneté et la classe moyenne. La nouvelle citoyenneté passe par une pédagogie. L'autorité a sa part de responsabilité. Mais il y a des gens dans la société qui comprennent des choses. Nous devons sortir de cette image de penser à chaque instant dans notre vie que pour faire quelque chose, il faut que ce soit Joseph Kabila qui puisse m'envoyer à le faire. Ou il faut que ce soit M. Jean-Maïka Sabatele, 50 ans, qui doit me demander de le faire. Moi, je suis de la diaspora. Je connais beaucoup de gens de la diaspora qui sont de l'obédience ou qui supportent la politique menée par les chefs de l'État. Qui sont même pour. Mais ils se disent que nous, pour aller marcher, Tolier Nini, pour faire quelque chose pour le pays, qu'est-ce que moi je vais gagner? C'est un démon qui habite les Congolais. Et nous devons comprendre une chose, que le développement passe par l'implication dans la chose publique des uns et des autres. Nous ne pouvons pas tous être présidents de la République, il y a un seul fauteuil après tout, et nous ne pouvons pas tous être ministres, il y aura que 35 ou 40 sièges et portefeuille. Mais chacun dans son coin. Mais chacun dans son coin. C'est tout simplement un citoyen congolais qui peut tant soit peu contribuer dans une certaine mesure à l'émergence de notre société par rapport à la vision qui est clairement définie. Et ça, c'est un travail de tous les Congolais. Je vais vous dire une chose, messieurs les journalistes. Il faut considérer le Congo comme un navire. C'est un navire où il y a un commandant de bord avec son petit volant qui s'appelle Joseph Kabila. Mais il y a 70 millions de passagers. Si pendant que le commandant de bord veut faire avancer le navire, les 70 millions veulent ramer à contre-courant, le navire n'avancera jamais. Je tiens à répéter cette phrase. Si le commandant de bord dit que je vais faire avancer le navire, mais les 70 millions disent que nous allons ramer à contre-courant, c'est-à-dire au lieu d'avancer, nous voulons reculer. Le navire n'avancera jamais malgré la meilleure volonté du monde, parce qu'après tout, Joseph Kabila n'est pas Dieu. Voilà, il ne l'est pas, ça c'est certain. Seul Dieu peut opérer des miracles. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous impliquer dans le développement de la République démocratique du Congo, de quelque manière que ce soit. Sinon, pour les biens et surtout pour le développement de la nation congolaise. Voilà, j'avais un tout petit peu promis à nos téléspectateurs d'essayer un peu de lucider ou d'expliciter cette réalité vécue pendant le mois de décembre de l'année qui vient de s'achever, au 25 jusqu'au 31 et même au 1er, sur le plan, nous sommes en train de parler social, hein, dans ces secteurs-là. Personnellement, qu'est-ce que vous avez constaté? Non, le mois de décembre aura été marqué déjà par un mois, je parle de la ville de Kinshasa, puisque généralement, la ville de Kinshasa, généralement c'est un peu bon. Je vais accepter de bonnes lois une telle arrêt d'appréciation, puisque quand nous sommes à Kinshasa, nous apprécions toujours mal les choses en parlant de la RDC comme si nous parlons de Kinshasa. Bref, j'accepte de bonnes lois cette arrêt d'appréciation,
je vais me mouiller aussi. Après tout, c'est un principe.